présente Sandrine Lecause, qui est doctorante en anthropologie, diplômée de l'école des études des hautes études en sciences sociales. Donc vous faites une thèse sur le marché professionnel des musiques du monde, et notamment sur les conditions d'inégalité d'accès aux scènes internationales. Ça, c'est votre première casquette, parce que vous en avez plusieurs autres. Donc, deuxième casquette, vous êtes journaliste en musique du monde. Et vous êtes aussi opératrice culturelle sur des festivals de musique du monde. Donc, vous collaborez avec Alain Weber, que nous avons reçu ici hier. Vous travaillez également dans l'audiovisuel pour la conception de documentaires et de captation vidéo de concerts de musique du monde. Donc, autant de casquettes. Bravo déjà. Et puis, alors ma première question, c'est, et je pense que ça va être la question d'un certain nombre de personnes ici, c'est qu'est-ce qui vous a poussé à vous engager dans ce travail de recherche, donc les inégalités d'accès aux scènes internationales. Et je suppose qu'il y a eu un élément déclencheur, ou peut-être une figure emblématique qui vous a inspiré. Enfin, je vous laisse nous en dire davantage là-dessus. Alors, tout d'abord, c'est vrai que mon sujet de thèse n'a pas été dirigé vers les femmes à l'origine, mais plutôt sur les inégalités d'accès des musiques autochtones. Et ça a été propulsé par un terrain qu'on peut appeler en anthropologie un terrain initiatique en Australie. Et une figure, effectivement, que j'ai rencontrée, qui s'appelle Rhoda Roberts, qui n'est pas musicienne, mais qui est aborigène elle-même, et qui, au cours de sa trajectoire professionnelle et personnelle, s'est véritablement engagée pour la défense et surtout la diffusion à l'international des musiques autochtones, et notamment donc aborigènes, parce que ça la touche directement. Donc à partir de là, c'est vrai que j'ai voulu en savoir plus sur les critères de sélection des programmations de festivals de musique autochtone traditionnelle et plus largement de musique du monde, et sur les critères discriminants, les stratégies d'accès des artistes, que les artistes pouvaient eux-mêmes mobiliser en fait, pour accéder à ces marchés professionnels ou à des festivals à la reconnaissance déjà établis. Voilà. Je peux peut-être... Merci. Ouais. Alors, j'ai une autre question qui va peut-être un peu rejoindre ou compléter. C'est en fait quel impact du coup ont les femmes sur le processus de construction de la paix. Alors du coup ça va rejoindre, j'avais 3 axes dans ma communication, du coup je peux peut-être en parler au cours de mon intervention si ça ne dérange pas. Okay. Alors du coup j'ai appelé cette communication la musique comme stratégie d'espoir au féminin. Déjà merci au festival pour m'avoir invité à réfléchir sur un sujet aussi chargé symboliquement que celui de la relation entre les femmes, la culture, donc la musique et le développement. Sigmund Freud disait que les femmes formaient un continent noir, et c'est ce territoire aux contours flous et labiles que je vais m'efforcer d'accoster grâce au prisme de la musique comme outil de développement. Je commencerai par l'évocation de 2 incarnations du militantisme politique africain à travers la musique, Sarah Algan et Lala Badi. Et puis donc j'élargirai le propos sur la prise de conscience croissante de l'impact des femmes sur les processus de construction de la paix à l'échelle internationale, et terminerai sur le combat mené par une ONG danoise qui s'appelle Free Muse pour protéger les artistes et donc les femmes du poids de la censure. Donc, pour mon premier axe, donc Sarah Algan, c'est une femme résistante, charismatique, qui chante une Afrique invisible. Elle a grandi aux portes du désert, a connu la guerre et l'occupation, et est devenue dans l'exil la porte-parole d'un pays invisible, qui est donc le Somaliland. Un pays invisible car c'est un pays qui n'est reconnu par aucun pays à l'heure actuelle dans le monde, qui n'a donc aucune place sur les cartes officielles. Artiste et activiste, elle porte donc dans son chant les revendications identitaires de son peuple. D'ailleurs, Sarah en Somalie veut dire, enfin Algan en Somalie veut dire la combattante. C'est un territoire au nord de la Somalie qui a été autoproclamé indépendant en 1991, après une terrible guerre civile. Donc Sarah, dans son surnom, a son engagement sur le front au sein du Somali National Movement comme infirmière pendant la guerre. En fait, je vais la citer. We didn't have medicine, painkillers or antibiotics. We had nothing. I would sing and my song would be the painkiller.
a-t-elle confié lors d'une interview à CNN. Donc c'est une artiste qui est devenue emblématique du Somaliland. Elle a acquis au fur et à mesure le statut d'icône de la liberté au sein de la diaspora, car elle a dû s'exiler en Europe face au régime dictatorial de Siad Barre qui a laissé le pays complètement en ruine, dépourvu d'infrastructures publiques au début des années 90. Sarah ne pensait pas retourner un jour dans son pays, mais si elle l'a fait, c'est justement pour aider à reconstruire ce territoire. Aujourd'hui, elle vit dans la capitale du Somaliland, qui s'appelle Hargeisa, où elle a fondé en 2013 l'unique lieu du pays où se produisent musiciens et poètes. Ce lieu s'appelle le Ido d'Or. C'est donc un centre pour les arts et la culture qui a été bâti dans le style des maisons traditionnelles et qui fait office de salle de concert. Elle dit également que les jeunes générations au Somaliland avaient pour habitude de vouloir aller en Europe car il n'y avait rien pour eux sur le territoire. Donc son idée en construisant ce centre des arts et de la culture a donc été de leur donner une place pour se socialiser et pratiquer leur art. J'ai une photo que j'aurais voulu montrer en plus grand, mais il n'y a pas d'écran. Donc voilà, je ne sais pas si vous voyez quelque chose. Désolée pour le fond. Je ferai passer au pire. Donc elle poursuit son parcours d'artiste et de femme politique également à travers le monde, pas seulement là où elle s'est exilée, car elle œuvre à la reconnaissance internationale de son pays et à ce que sa stabilité si durement conquise ne retombe pas dans les travers du passé. Donc elle utilise la musique pour attirer l'attention sur cette cause qui lui est particulièrement chère, la reconnaissance du Somaliland, qui du fait qu'aucun État au monde n'atteste son statut d'État, est confrontée à l'ignorance des difficultés que traverse son peuple. Un autre exemple de femme iconique est la Labadi, donc de Taman Rasset en Algérie, que vous connaissez bien ici, qui est effectivement considérée comme la gardienne des traditions touareg. Donc c'est une poétesse d'une grande beauté qui encourageait les hommes du maquis à aller au combat en 1963 lors de la première rébellion touareg, et qui exaltait donc dans ses poèmes le sentiment patriotique, la bravoure des hommes et leur monture, le chameau. Elle représente une véritable figure tutélaire pour tous les groupes de musique touareg, en passant de Tinariwen à Tartit. Un hommage lui sera d'ailleurs rendu ce soir au sein du festival. Donc solidaire des leaders politiques, elle dissimulait les armes dans ses bagages, apprenait à chanter à tous les jeunes, dont les musiciens de Tinariwen et de son leader Ibrahim. À presque 80 ans, elle continue de chanter et de danser. Considérée comme une tête brûlée, elle fait partie du patrimoine touareg et ses poésies de la mémoire collective. Donc après avoir évoqué ces deux figures, je voudrais néanmoins pointer l'attention sur le fait qu'au-delà de ce militantisme identitaire et politique nécessaire, et qu'il est toujours, l'enjeu me semble néanmoins de dépasser aujourd'hui un certain patriotisme, pouvant être parfois vindicatif, au profit d'une action pour le développement et l'évolution des mœurs, notamment au regard de combats comme celui contre l'excision, et qui peuvent être menés grâce à la musique comme un mégaphone culturel. Je reprends là les termes du chef d'orchestre israélo-argentin Daniel Barenboim. Donc faire que la musique célèbre le pouvoir de l'art pour combattre l'oppression, casser les stéréotypes et donner de nouveaux fondements à des sociétés qui ont subi des troubles. Tel me semble être le défi à relever et qui est encore actuel. Pour contrecarrer le mutisme auquel sont encore réduites les femmes dans bon nombre de pays à l'heure actuelle, le seul fait de chanter et de faire de la musique est en lui-même un réel acte politique. Je peux citer entre autres les sœurs Vadat en Iran. Masha fait face notamment à l'interdiction de chanter, à la seule exception des berceuses destinées aux bébés, qui est le seul répertoire d'autorisation. Ou encore l'ambassadrice malienne Rokia Traoré. Sur les pas de femmes emblématiques américaines comme Joan Baez, Billie Holiday ou encore Violeta Parra, les femmes du continent africain portent haut la voix et se font à travers leur art les héros de valeurs et de messages véhiculant l'espoir qu'une autre Afrique est possible. La musique semble donc offrir une tribune panafricaine mais aussi internationale aux femmes afin d'influer sensiblement et efficacement sur les processus de décision en tant que mécanisme d'alerte et garante de vigilance éclairée et désintéressée. La puissance d'évocation des femmes, plus particulièrement artistes, réside dans l'art et la manière de concilier propos politiques et combats intimes. Donc pour rejoindre ta question, je vais à ce propos évoquer la conférence panafricaine des femmes pour une culture de la paix qui a eu lieu à Zanzibar en 1999 et qui prenait pour appui la déclaration de l'UNESCO sur la contribution des femmes à une culture de la paix de 1995. Cette déclaration stipulait que
ce n'est qu'ensemble, en partenaires placés sur un pied d'égalité, que nous pourrons, hommes et femmes, venir à bout des obstacles et de l'inertie, du silence et de l'impuissance, et leur substituer la vision, la volonté politique, la pensée créatrice et les actions concrètes nécessaires pour faire passer le monde de la culture de la violence à une culture de paix. Il ne saurait y avoir de paix stable sans développement, ni de développement durable sans une pleine égalité des hommes et des femmes. Je me permets également de citer un poème de Federico Mayor, qui est l'ancien directeur général de l'UNESCO, qui s'intitule « Femme ». C'est pas le même ton, là. « Femme, de ta gorge montait un chant nouveau, mais nous ne t'avons pas laissé la parole, bien que tu sois la voix de la moitié de la terre. Femme, tes yeux voyaient le monde autrement, mais nous n'avons voulu ni savoir ce que voyait ton regard, ni en connaître la chaleur. Femme, tu portais sur ta peau de toutes les couleurs la promesse de demain, la lumière qui pouvait éclairer des chemins inédits, des voies rebelles mais pacifiques, femme pont, femme lien, femme racine et fruit d'amour et de tendresse. Femme, tes mains tendues et ton giron sont des immensités qui protègent et consolent, mais nous n'avons pas compris la force de ton étreinte, ni le cri de ton silence, et nous allons sans boussole ni réconfort. Femme, chacun n'ayant d'autre maître que soi-même, tu iras désormais égale et libre, compagne d'un même rêve à jamais partagé. Le but de cette conférence panafricaine était donc de dépasser les déclarations d'intention et de faire en sorte que les femmes soient effectivement représentées de manière équitable dans les processus de décision, aux enjeux cruciaux comme ceux de la paix, et pas seulement dans les démarches de sensibilisation. Afin de faire un parallèle dans un autre champ que celui de la musique, je pense également à l'art contemporain, secteur pour lequel l'Afrique bénéficie d'une nouvelle notoriété. Des femmes prolongeant le sillon creusé par des figures tutélaires comme la photographe sud-africaine Shuli Williamson ou la sculptrice sénégalaise Seni Awa Kamara profitent ainsi d'un regain d'intérêt relevant presque d'un phénomène de mode pour l'Afrique. Cependant, il est encore question de négocier leur place dans un paysage mercantile qui est encore nettement dominé et structuré par les hommes. Cette problématique du genre devient de plus en plus inévitable et j'en viens maintenant à parler de mes observations personnelles de thèse de doctorat sur les disparités dans les réseaux professionnels des musiques du monde. Donc ce sont des inégalités majoritairement de responsabilité, de statut. Effectivement, outre le fait que la présence des femmes est indéniablement moindre dans les programmations, je fais référence par exemple au Roskilde Festival, qui en 2017 notait seulement 18% des artistes programmés en tant que femmes, contre 84% d'hommes. Bon, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais qui est assez parlant. Donc les postes de direction artistique ou de programmatrice demeurent également l'exception. Dans la plupart des marchés professionnels de musique du monde, l'attention est donc désormais pointée dans des conférences sur cette inégalité de genre encore prégnante aujourd'hui et prédominante. Pour faire la transition vers la dernière partie de mon intervention, Free Muse, donc c'est une ONG qui œuvre notamment à cette prise de conscience de l'inégalité homme-femme dans le milieu artistique. C'est une association basée à Copenhague qui traque depuis 1998 les persécutions subies par des musiciens et donc notamment les femmes, et qui dénonce à cet effet les actes de censure partout à travers le monde. C'est une ONG indépendante qui travaille pour la liberté d'expression des musiciens et des compositeurs, et qui décrit plusieurs sortes de censure musicale. La première est la censure politique exercée directement par le gouvernement, qui contrôle donc la liberté d'expression. La censure indirecte non officielle, qui se pratique sous forme de pression économique. Et la plus vicieuse peut-être, l'autocensure. Donc ce collectif est parti de l'idée qu'il existe des structures de protection pour les écrivains, comme le Pen Club, pour les journalistes, comme Reporters sans frontières, mais non pour les musiciens. Et donc, qu'on faisait face à la nécessité de créer une structure de protection contre notamment donc, la censure. En Afrique, la musique a des effets mobilisateurs et une grande influence sur la société qui est encore de tradition orale. Donc la musique est indissociable de la vie quotidienne, présente à la télé, à la radio, sur les smartphones, elle est omniprésente. La musique, à ce titre, peut donc se révéler une arme politique d'opposition redoutable et dès lors incommode les gouvernements, car elle possède ce précieux pouvoir de faire réfléchir. Les gouvernements qui se sentent menacés prennent donc toutes les mesures pour museler les arts, dont notamment le rap, qui est une musique contestataire par excellence. Pour avoir chanté en 2012 contre Poutine dans la cathédrale du Christ Sauveur à Moscou, 3 membres du groupe des Pussy Riot ont été condamnés à 2 ans d'emprisonnement en camp de travail. Bon, la Russie est effectivement un des pays les plus à la pointe des procédés de répression et de censure, à l'instar de la Chine aux côtés de l'Iran et de la Turquie. Là, c'est pareil, je voulais montrer une photo, mais on ne va pas trop la voir. On pourra peut-être les montrer à la fin. Je vais montrer à la fin, ouais. Donc, je vais continuer.